7h14, voici les experts d'Europe 1 autour de Samuel Etienne. Oui, ils sont là, nos 4 experts. David Doucan pour la politique, Emmanuel Dutheil pour l'économie, Jeanne Daudet pour la presse régionale et Guillaume Janton pour la télé. Bonjour à tous les 4. Bonjour Samuel. La politique, David Doucan, le président Hollande poursuit en ce moment sa tournée européenne, après le Portugal, aujourd'hui l'Irlande. Et ce soir à l'Elysée, c'est la Britannique Theresa May qui sera en visite en France. Après le Brexit, donc on le voit, Hollande va multiplier les rencontres, il va continuer jusqu'à la rentrée. Il veut sauver l'Europe, redonner du souffle, un avenir à l'Union européenne. La question, David, c'est est-ce qu'il va y arriver ? Probablement pas. Non. Voilà, comme ça la réponse est claire. Voilà, c'est très clair. Écoutez ce que me disait l'un des plus hauts diplomates du pays. Dans les années 80-90, l'Europe était dirigée par des géants. Aujourd'hui, on a des nains politiques. C'est extrêmement violent et ça veut dire que François Hollande va s'agiter dans tous les sens, effectivement, des rencontres, des déplacements, les réceptions à l'Elysée. Il veut voir tout le monde, les 27, avant le sommet de Bratislava en septembre. Débauche d'énergie, déploiement de force du président, nous sommes sauvés. Il va enfin obtenir moins d'austérité, plus d'investissement. Il va faire bouger le dogme, relancer l'espoir européen en plein Brexit. Sauf que le problème, c'est que personne n'y croit. David, pourquoi alors ce scepticisme ? Primo, la scène européenne, c'est un rapport de force. Quand vous êtes en fin de mandat, contesté par votre propre majorité, plombé par les sondages, vos partenaires vous écoutent poliment. Ils vous sourient, mais bon courage. Pour les forcer à quoi que ce soit, ils se disent que l'alternance approche. Ensuite, il y a le couple franco-allemand. François Hollande veut une Europe qui protège. Donc en clair, plus de moyens, plus d'argent. Et à ce moment précis, vous entendez « Nein ». Angela Merkel dit Nein. Même sur le Brexit, l'unité n'est qu'une façade. Angela Merkel sera en vacances ces prochains jours, une bonne partie du mois d'août, sereine, pas pressée. Elle est joignable, me dit-on, mais impossible de la voir avant le 22 août. Elle ne partage pas du tout le sentiment d'urgence absolue qui anime François Hollande. Et d'ailleurs, elle soutient Theresa May, qui ne veut pas déclencher le Brexit avant début 2017. Au mieux, les plus proches amis du président l'admettent. Oui, c'est vrai que c'est un peu mission impossible. Mais ils ajoutent, c'est son devoir. Il ne va pas rester assis à rien faire sous prétexte qu'il est en fin de mandat. Et puis surtout, l'Europe sera l'un des grands thèmes de 2017. François Hollande en est convaincu. Il lui faut donc, et ça lui manque pour l'instant cruellement, un bilan à défendre et un projet à vendre. Et surtout, en effet, s'il est candidat à sa propre succession. Effectivement, c'est vrai qu'il y a encore une hésitation là-dessus. Absolument. Forte. L'économie, Emmanuel Dutheil, l'économie avec cette loi travail qui a donc été votée hier, on le rappelle, grâce au 49.3. Alors concrètement, Emmanuel, qu'est-ce qui reste dans cette loi travail? C'est vrai qu'on ne sait plus très bien véritablement ce qui reste dans la loi. Il faudra un peu plus de 2 minutes quand même pour tout lister. On va regarder ça en gros. Parmi les dispositions phares voulues au démarrage et qui ont disparu, la plus emblématique, c'est le plafonnement des indemnités au prud'homme. Puis il y a eu surtout un paquet de petites mesures qui étaient très attendues par les patrons qui ont été retirées. Je vous en cite une vraiment au hasard. Réduire le délai de repos minimum de 11 heures entre 2 postes. Là-dessus, le gouvernement a reculé. Puis il y a eu un nombre énorme de mesures qui ont été totalement édulcorées et qui du coup ne veulent plus dire grand-chose. Mais il reste dans le texte une mesure phare, c'est ce fameux article 2 dont on a tous entendu parler. Dorénavant, un grand nombre de sujets liés au temps de travail seront discutés entreprise par entreprise et plus au niveau national ou même au niveau de la branche d'activité. On va prendre là encore un exemple qui est très clair. Dans la métallurgie, jusque-là, les heures sup étaient payées 25% en plus. Eh bien, si un accord d'entreprise, là, maintenant, doit être trouvé, ça pourrait être seulement 10% en plus. Voilà, c'est ce qui permet au gouvernement de dire qu'il a tenu sur l'essentiel. Ouais. Au final, question essentielle, elle aussi. Est-ce que cette loi peut créer de l'emploi ? Là, tout de suite, non. Vous êtes aussi affirmatif que David. Cette loi ne va pas créer d'emploi dans les mois à venir. Le gouvernement le dit d'ailleurs. Voilà, le gouvernement le dit. Mais quoi qu'en dise le patronat, malgré tout, cette loi va changer la logique. Elle va apporter quand même un plus de flexibilité. Le fait comme ça de pouvoir négocier au sein des entreprises va permettre aux deux parties de mieux adapter l'entreprise à la réalité économique du moment. Il va falloir du temps et ce n'est que sur le long terme que ça va donner un peu plus envie aux entreprises d'embaucher. Bon, de toute manière, on l'oublie souvent un peu, mais c'est pas la loi qui permet de créer de l'emploi, c'est la croissance. La loi peut juste donner un petit coup de booster en améliorant les choses. Et on en parlera aussi avec Geoffroy Roux de Bézieux, le numéro 2 du MEDEF, qui est notre invité à 7h45. Emmanuel, cette loi a créé de grosses tensions, on le sait, dans la société. Il y a eu de nombreuses manifestations. Ça a peut-être laissé des traces. Sûrement. Alors là encore, si on regarde les choses d'un point de vue peut-être un peu plus rationnel qu'au moment des blocages. Les principaux blocages, ils ont eu lieu où ? À la SNCF. Il ne faut pas oublier que les cheminots étaient mobilisés sur un sujet bien à eux, pas sur la loi El Khomri. Sans cette mobilisation, la contestation aurait été moins vive. Il y aurait eu sûrement les raffineries, mais là aussi, malgré la pénurie d'essence, ça a été au final assez vite levé. Le plus grave, finalement, c'est que cette loi nous indique une chose.
on ne peut plus réformer en France sans 49.3 et ça va laisser des traces. Oui, on ne peut pas réformer, surtout qu'on n'a pas de majorité, ou en tout cas une majorité relative. Non, oui, c'est ça, majorité quand même, mais il faudrait qu'ils votent tous en même temps. En cette période estivale, Jeanne Daudet, eh bien, le Courrier de l'Ouest nous emmène à la rencontre d'une famille qui a décidé de partir pour un voyage pas comme les autres. Oui, on va vous faire rêver ce matin avec Audrey et Fabien Ferrand, un couple accompagné de leurs 3 enfants de 9, 8 et 6 ans. Ils partent aujourd'hui pour un voyage qui va durer un peu plus d'1 an, 13 mois exactement, c'est déjà pas commun. Mais l'insolite ne s'arrête pas là. Pour se loger, la famille ne va pas débourser 1 centime, pas 1 centime en 13 mois. Ça, il faut nous expliquer. Alors à chaque étape de leur voyage, en Amérique du Sud, en Océanie ou bien en Asie, ils vont faire de l'échange de maisons. Concrètement, ils vont vivre chez des habitants locaux dans leur maison qui, eux, dans le même temps, occuperont leur propre logement du côté de Cholet, où les voisins ont déjà prévu de les inviter à chaque fois pour l'apéro, c'est sympa. Une solution économique, conviviale donc, mais pas que, explique la mère de famille. On ne sera pas dans des quartiers touristiques, dit-elle, on va être immergé dans la vie locale, c'est ce qu'on recherchait. Et c'est vrai que dans la famille Ferrand, on aime depuis longtemps découvrir d'autres cultures. Emmanuel, l'échange de maisons, ça existe depuis un moment, mais là, on pousse le concept vraiment plus loin. Je ne savais pas que 13 mois à l'avance, on avait déjà trouvé un Australien qui aurait envie de ils venir ont tout au prévu. fin fond de Cholet. Là, avec les enfants, il faut tout prévoir et on ne reste pas avec 9, 8 et 6 ans, des enfants comme ça sans rien. Dans la famille Ferrand, donc, on a découvert d'autres cultures déjà auparavant. Ils ont parcouru le Sri Lanka à pied ou bien encore la Guyane. Là, c'est un peu le voyage de leur vie. 17 étapes en tout sont prévues pendant ce périple. Qui dit 17 étapes dit 17 maisons, voilà. 17 pays et 17 maisons à visiter. C'est pas possible ou quoi? Ils ont quand même un budget en poche de 50 000 € pour vivre tous les 4 pendant cette grosse année. Et ils emportent avec eux 34 kilos de bagages, 2 à 4 kilos pour les enfants, 11 à 15 pour les parents. Ouais, c'est pas beaucoup. Ça va, ils ont pris le minimum syndical. Le départ, c'est aujourd'hui. Première destination, Hong Kong, ça fait rêver. Et on leur souhaite bon voyage. Quand même. Histoire à lire dans le Courrier de l'Ouest, Jeanne. Guillaume Janton, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir? Vous nous conseillez cet envoyé spécial l'été sur les labels touristiques. Et oui Samuel, ce soir, France 2 nous propose un tour de France de nos villages, mais pas n'importe lesquels, ceux qui ont ou rêvent d'avoir un label touristique, comme celui par exemple des plus beaux villages de France. Alors mine de rien, ces labels touristiques représentent des enjeux colossaux pour les villages. S'ils ont la chance d'être classés, c'est en moyenne 40% de touristes en plus chaque été. Par exemple, votre ville de naissance, Samuel, a posé le label ville de naissance de l'animateur de Questions pour un champion. Depuis, les touristes affluent en masse. Alors non, plus sérieusement, pour décrocher ces récompenses, les communes sont prêtes à tout, voire n'importe quoi, comme le maire de Saint-Savinien en Charente-Maritime. Et alors ça, donc, c'est notre rocher de l'abondance. Donc la légende veut que les carrières, avant de partir sous les carrières pour travailler, venaient caresser le rocher, donc pour avoir meilleure pécune. Alors à vrai dire, c'est une légende qu'on a inventée, mais c'est une légende qui marche bien parce qu'on l'a mis dans tous nos dépliants. Et vous avez de nombreux touristes qui viennent caresser le rocher de l'abondance. Voilà, c'est n'importe quoi cette légende. Apparemment, ce monsieur n'a pas compris qu'il allait être vu par des millions de téléspectateurs ce soir. Alors pour obtenir un de ces labels, il faut débourser plusieurs milliers d'euros, mais aussi et surtout être prêt à faire des compromis, comme l'interdiction du camping, y compris sur les propriétés privées. Ce soir, vous ferez la connaissance des Geffrés, une famille de campeurs rebelles et en colère de la Flotte-en-Ré, l'un des plus beaux villages de France. Là, on est hors la loi, là. Vous voyez, là, on est chez nous, mais on n'a pas le droit d'y être. Et si on voulait faire un petit barbecue, on n'a pas le droit non plus. Qu'est-ce qu'on a pu faire comme partie de boule dans ce chemin? On sent la nostalgie dans sa voix. Alors, sinon, si on ne peut pas camper, il y a l'échange de maisons dont nous parlait. Oui, c'est gratuit en plus. Voilà. Alors dans ce reportage, vous découvrirez que certains labels touristiques sont prestigieux, comme les villes fleuries ou les villages de pierre et d'eau, et d'autres un peu moins. C'est le cas du groupement des communes au nom burlesque, dont font partie les villages de La Tronche dans l'Isère, Cucugnan dans l'Aude ou encore Saint-Pompon en Dordogne. Ça fait rêver. Alors il faut regarder Envoyé spécial ce soir, parce que vous ferez la découverte de villages plus charmants les uns que les autres, et en plus vous apprendrez plein de choses. Bref, si vous ne savez toujours pas où partir cet été, rendez-vous ce soir 20h50 sur France 2. Merci Guillaume Janton, merci les experts et à demain.